Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, dans l'est de la République démocratique du Congo, de nouveaux affrontements dans le territoire de Calais, dans le sud Kivu. Des combats alors qu'un cessez-le-feu avait été décidé unilatéralement par le M23. Kinshasa dénonce un leurre. Dans le même temps, le M23 a organisé un premier rassemblement depuis sa prise de Goma. À la veille du sommet commun entre la communauté est-africaine et la SADC pour trouver une issue diplomatique au conflit, les premières tractations s'organisent au Kenya, mais également en Afrique du Sud. On fera le point dans cette édition. Enfin, nous irons au Mali, à Bamako précisément, où vient de s'achever la 10e édition du festival Ogobanya, un vibrant hommage à la culture ancestrale d'Ogon et à la région de Bandiagara. Je le disais en titre, alors que le M23 avait annoncé un cessez-le-feu humanitaire unilatéral, de nouveaux affrontements ont été signalés dans le territoire de Calais, dans le sud Kivu. À Goma, le M23 a organisé un premier rassemblement au stade de l'Unité, alors qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre Corneille Nangaa, accusé de crimes de guerre. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kimongula. C'est le premier rassemblement du M23 depuis la prise de Goma. Plusieurs milliers d'habitants convoqués sont venus au stade de l'Unité devant Corneille Nangaa. Le chef de la branche politique du M23 a une nouvelle fois affirmé vouloir, je cite, marcher sur Kinshasa. Alors le M23 a aussi installé une partie de son administration dans le nord Kivu en nommant mercredi un gouverneur, vice-gouverneur et des administrateurs de territoire. De son côté, Kinshasa a émis un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa accusé de crimes de guerre. Alors selon les Nations Unies, au moins 2900 personnes ont été tuées en moins d'une semaine lors des combats à Goma. Sur le terrain, de nouvelles offensives sont menées. Le M23 et les troupes rwandaises se sont emparés mercredi de la cité minière de Nyabibwe dans le sud Kivu. Des combats confirmés par les autorités congolaises. Alors le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a même affirmé que les rebelles ont été aperçus à Ishui, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Kavumu où se trouve l'aéroport provincial et des forces armées congolaises. Cette nouvelle offensive intervient alors que le M23 avait décidé unilatéralement d'un cessez-le-feu humanitaire censé être en vigueur depuis mardi. Une nouvelle preuve de mensonge selon Kinshasa. Et tous les regards sont désormais tournés vers le sommet commun entre la communauté est-africaine et la SADC qui aura lieu vendredi et samedi en Tanzanie. En amont de cette rencontre, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur du processus de Nairobi, a transmis ce jeudi matin un rapport sur la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Les précisions de notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. C'est la première prise de parole d'Uhuru Kenyatta depuis l'attaque de Goma. Il est, depuis 2022, facilitateur du processus de Nairobi, un processus de paix visant à faire dialoguer le gouvernement congolais avec les groupes rebelles, mais aussi les groupes de civils ou encore la communauté internationale. En parallèle à ce processus, il y a le processus de Luanda qui vise à faire discuter directement le gouvernement congolais avec le gouvernement rwandais. Eh bien, selon Uhuru Kenyatta, ces deux processus sont à l'heure actuelle à l'arrêt et il faut les réactiver. Je vous propose d'écouter sa porte-parole. The facilitator is of the strong opinion and belief. Le facilitateur est convaincu que les processus de Luanda et de Nairobi offrent la meilleure opportunité de résolution et de sortie de crise dans l'est de la RDC. Ces deux initiatives sont complémentaires, interdépendantes. Seule une coordination entre les négociations entre le Rwanda et la RDC et le dialogue intra-congolais permettra d'aboutir à une solution durable. Mais difficile de faire discuter le gouvernement congolais avec le M23, un groupe qu'il qualifie de terroriste et avec lequel il a toujours refusé de négocier jusqu'à présent. Alors, comment apporter une solution à cette crise ? Eh bien, la communauté est-africaine et la communauté de développement d'Afrique australe ont décidé de se réunir. Ce sera ce vendredi et ce samedi en Tanzanie pour essayer d'apporter des solutions. Vendredi, les ministres se rencontreront avant la rencontre entre présidents ce samedi. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont déjà annoncé qu'ils participeraient au sommet. La question est maintenant de savoir s'ils se déplaceront ou si cette participation se fera en ligne. La situation en RDC également évoquée à l'occasion de la rentrée parlementaire au Cap en Afrique du Sud. Lors de son adresse à la nation, le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage aux 14 soldats sud-africains tombés en RDC. Le compte-rendu au Cap de Caroline Dumais.
La cérémonie a commencé par une minute de silence en l'honneur des 14 soldats sud-africains morts en RDC. Le président Cyril Ramaphosa leur a rendu un vibrant hommage. Il les a cités nommément les uns après les autres, il les a qualifiés de héros. Il a expliqué qu'ils avaient perdu leur vie en RDC pour les droits fondamentaux du peuple congolais dans le cadre d'une mission de la paix. Il a ordonné la mise en berne de tous les drapeaux pendant une semaine et ce, à partir de demain. Des mots très forts en ce début de discours qui ont aussi été suivis par des mots très importants par rapport à Donald Trump, le président américain qui avait critiqué la politique agricole de l'Afrique du Sud, n'a pas été cité. Mais tout le monde a bien compris quand Cyril Ramaphosa a parlé d'un nouvel ordre mondial, plus protectionniste, plus nationaliste et surtout, je cite, de la loi du plus fort, qu'il parlait des États-Unis. Eh bien, le président sud-africain a dit « Nous ne nous ferons pas intimider, nous ne serons pas intimidés ». Et il a demandé à l'Afrique du Sud de parler d'une seule voix sous les applaudissements du Parlement. Cyril Ramaphosa a ensuite continué son discours sur ses plans de réforme de fond dans une atmosphère conviviale. C'était la rentrée parlementaire du gouvernement d'unité nationale et l'une des rares fois où le chef de l'État n'a pas été chahuté. En Côte d'Ivoire, le parquet du tribunal d'Abidjan a requis mercredi 20 ans de prison contre Damana Picas, un cadre du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Aujourd'hui dans l'opposition, il était accusé d'avoir joué un rôle, selon le procureur, dans une tentative de renverser le régime en place lors de l'attaque d'une caserne en 2021. Les explications de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Il faut un signal fort par rapport aux élections qui arrivent, a justifié Braham Koné, le procureur, dans un réquisitoire qui a duré un peu plus d'une heure, dans lequel il a demandé la peine maximale pour Damana Picas et ses 4 co-accusés. D'après le parquet, l'attaque du camp militaire d'Abobo, survenue en 2021, n'était rien d'autre qu'une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, orchestrée par des hommes qui, je cite, avaient l'objectif de réinstaller Laurent Gbagbo au pouvoir. Alors d'après Braham Koné, le plan initial était d'attaquer plusieurs postes de police en même temps afin de s'y approvisionner en armes. Damana Picas a été décrit comme le financier dans cette attaque. Il est accusé également par le parquet d'avoir convaincu une prophétesse libérienne de recruter des mercenaires et de faire leur préparation mystique, des accusations que la défense rejette en bloc. Dans ce réquisitoire, nous avons compris que, en réalité, c'était un procès politique. Le procureur n'a pas réussi à démontrer aucun élément matériel. Ces poursuites se sont basées uniquement sur une déclaration d'un témoin, un témoin qui n'est même pas crédible. Et ça a été arraché sous la torture. Il a été torturé à l'IST, lui-même il le reconnaît. Le verdict est attendu le 22 février prochain. Les 5 hommes risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, 10 millions de francs CFA d'amende et 10 années de suspension de leurs droits civiques. Direction le Nigeria où depuis un an, le gouvernement a approuvé pour la première fois la commercialisation de variétés transgéniques de maïs, niébé, coton et soja. Ces céréales résistent notamment à la sécheresse et aux insectes, mais des voix de la société civile s'inquiètent sur les conséquences à long terme. Reportage de notre correspondant Moïse Gomis. Sur une de ces parcelles, du maïs transgénique est récolté par ces ouvrières agricoles. C'est la première fois que des OGM sont cultivés ici. Ce champ appartient à Babayola. Cet éleveur de bétail veut diversifier ses activités. Malgré le coût 3 fois plus cher du transgénique, il s'est laissé séduire. La méthode que nous connaissons et que nous utilisions auparavant pour cultiver, ou même les semences que nous utilisions, la plupart d'entre elles ne seront pas en mesure de survivre. Nous devons donc accepter les technologies de ce type qui arrivent. Babayola a acheté ses semences auprès de l'Institut de recherche agricole de Zaria. Selon cet institut, ce maïs transgénique résiste à la sécheresse et aux attaques d'insectes. Créé en 1922, l'IRA travaille notamment à l'amélioration des semences au Nigeria. Plus de 75 variétés de maïs y ont été développées. L'Institut a donc reçu un mandat pour distribuer aussi du maïs transgénique.
Nous profitons de cette occasion pour trouver des solutions. Mais cela ne signifie pas que toutes nos recherches doivent s'arrêter et que nous nous tournons à 100% vers cette technologie. Cela ne veut pas dire que tout doit être génétiquement modifié. 7 pays africains, dont le Nigeria, sont partenaires de Tela Maize. Ce projet vise à la mise en vente de maïs tolérant à la sécheresse et résistant aux insectes. Via Tela Maize, la multinationale Bayer Crop Science, ex-Monsanto, exporte ses semences transgéniques sur le continent. Des voix de la société civile nigériane s'inquiètent. Certaines études ont démontré que la consommation directe d'OGM peut entraîner des troubles immunitaires, des troubles de la grossesse, voire des problèmes hépatiques et rénaux. Des tests de toxicité effectués sur des animaux ont confirmé tous ces risques. En 2024, le Nigeria a importé 51 tonnes de maïs transgénique. Près de 2500 agriculteurs se sont procurés ces semences. Danse d'impressionnants masques et lutte traditionnelle, la 10e édition du festival Ogo-Banya qui vient de s'achever à Bamako a rendu un vibrant hommage à la culture Dogon au centre du Mali, région autrefois touristique mais rendue inaccessible depuis des années et la crise sécuritaire. Le récit de Clarisse Fortuné. Des célébrations en plein cœur de Bamako. Le festival Ogo-Banya, qui signifie l'écueil des rois, célèbre chaque année la culture du peuple des Dogons. Le moment phare de chaque édition, le défilé des masques du pays Dogon. La cérémonie de danse des masques est un élément important pour l'histoire, pour la communion des Dogons, puisque c'est une cérémonie qui permet aux âmes de nos patriarches défunts d'intégrer le monde des ancêtres, qui est supposé être le monde du paradis. La culture Dogon vient à l'origine du centre du Mali. Une région depuis plusieurs années inaccessible à cause de l'insécurité. Le guide des masques, Sékou Dolo, explique que chaque danse a une signification. Soit c'est des anthropomorphes, soit c'est des zoomorphes, puisque l'homme, dans son activité, a connu le mouvement et l'habitude de ces animaux. Donc, voilà comment il arrive à mimer au cours des danses. Et ce qui représente aussi les personnages de la même sorte, c'est la société. Et maintenant, cet ensemble, c'est pour faire revivre le passé des défunts. Avec la participation d'artistes venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Guinée, le festival d'Ogo-Banya 2025 a pris une dimension sous-régionale. Le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, a proclamé 2025 comme année de la culture. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie de redynamiser le tissu social, alors que le pays est confronté depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde qui s'ajoute à une grave crise économique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'Actu 360 présenté par Anthony Saint-Léger. Restez sur France 24. L'information continue.